une session qui va être axée sur la première partie, en tout cas sur la prise en charge d'un placenta accreta lorsqu'il est découvert en césarienne, et donc il est méconnu avant. Et donc on va commencer en premier avec le professeur Charles Garabédian qui va nous présenter la version, le point de vue de l'obstétricien et donc le management une fois la découverte. Merci Charles. Merci à vous deux. Bonjour à tous. Donc, je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé de faire cette présentation. Alors sur donc, la prise en charge d'un placenta accreta de découverte fortuite en cours de césarienne. Alors, je ne sais pas si on peut baisser un petit peu la lumière parce que j'ai des vidéos et des photos. Donc simplement au départ pour quelques rappels. C'est quoi un placenta accreta? En fait, si on prend la classification de la FIGO, nous c'est notre Fédération internationale de gynéco-obstétrique, on voit que le placenta normal, il ne rentre pas dans l'endomètre et il ne rentre pas dans le muscle utérin. On commence à parler des placentas du spectre accreta lorsqu'on a soit un accreta, soit un increta, soit un percreta. Et la morbidité, elle va être complètement différente et la prise en charge différente aussi en fonction de ces trois situations. Le placenta accreta, en fait, il a du mal il est anormalement adhérent. L'increta, vous voyez qu'il va rentrer vraiment dans la paroi utérine. Et puis, ceux qui me font le plus peur, ce sont les placentas percreta, puisque eux, ils vont carrément traverser cette paroi utérine. Alors, quels sont les facteurs de risque et finalement, quand est-ce qu'on peut avoir cette situation-là? La première chose surtout, c'est l'utérus cicatriciel. C'est vraiment le principal facteur qui est lié à la survenue d'un placenta accreta. Et vous voyez après, dans les facteurs vraiment associés principaux, c'est quand ils sont insérés bas ou recouvrants. Donc nous, en écho, quand on est au 2e ou 3e trimestre, qu'on a une femme qui a un antécédent de césarienne et un placenta antérieur qui est recouvrant ou inséré bas, eh bien ça nous fait tilt qu'on doit chercher le placenta accreta. Et puis après, il y a d'autres antécédents comme l'IMG chirurgical, l'écuretage utérin et ensuite un peu plus faible, mais vous voyez que ça peut rentrer aussi l'AMP avec la FIV, des antécédents d'endométrite, de myomectomie ou d'antécédents, et ça c'est assez intéressant, de révision utérine. Et vous voyez que déjà tous ces petits facteurs-là peuvent être associés à la survenue d'un placenta accreta. En fait, c'est dès qu'on a fait finalement un traumatisme au niveau de la paroi utérine. Alors quand tout se passe bien, eh bien, on les voit en diagnostic anténatal. On a ces lacunes qu'on voit au niveau du placenta, qui est cette masse qu'on voit ici. On voit une vascularisation qui est transfixiante et qui atteint par exemple ici toute la muqueuse et la séreuse de la vessie. Et derrière, on fait une IRM. Ça, c'est quand c'est cool, on a tout vu. On organise tout. Quand c'est un vrai placenta percreta, eh bien, on fait une laparotomie médiane sus-ombilicale. Vous voyez, on prend les repères jusqu'ici, mais souvent on s'arrête quand même à ce niveau-là. Et lorsque c'est un placenta accreta simple ou increta, on n'est pas obligé de faire cette incision-là. On peut s'arrêter sur le côté et on fait des incisions qui sont plus larges. Alors pourquoi on fait ça? Parce que le but, c'est de ne pas toucher au placenta en péropératoire. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant. Ici, c'est Saousan qui vient d'arriver, juste parce qu'elle voulait être sur la vidéo. Et en fait, on va sortir le placenta, enfin le bébé, pardon, l'utérus, pardon, avec le bébé et le placenta, pour pouvoir inciser en dehors de l'utérus. Alors comme on a des anesthésistes brillants à Jeanne de Flandre, les femmes n'ont absolument pas mal pendant ce temps-là. C'est un petit peu sensible quand même. Mais c'est pas à cause des anesthésistes. C'est à cause de la grosse main de Saousan. Et donc après, on fait l'incision et vous voyez qu'on est vraiment sur le fond utérin. Et donc comme ça, on est à distance du placenta. On a bien sûr, Anne-Fred vous en reparlera, un cell saver à ce moment-là. Et donc vous voyez, hop, on vide par le haut. Donc là en plus, il y avait quand même pas mal de liquide. Et on sort le bébé, ici par les petites fesses. Hop. Et donc vous voyez, c'est quand même assez impressionnant et ça nécessite quand même aussi une certaine expertise obstétrico-anesthésique. Et donc c'est important que c'est aujourd'hui, honnêtement, dans la région, le seul centre où doivent être faits les placentas percreta, pas du tout, ou accreta, pas du tout pour faire du recrutement, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, ça doit être aujourd'hui sur Jeanne de Flandre, puisque on ne peut pas se permettre d'avoir, on en fait si peu, entre guillemets, d'avoir une telle expertise à la fois anesthésique et obstétricale.
Alors après, on décide en péropératoire ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un traitement conservateur, c'est-à-dire qu'on va garder l'utérus, ou radical, l'hystérectomie? Ça dépend de nombreux facteurs, déjà du désir ou non d'une nouvelle grossesse. Donc c'est pour ça qu'on les voit en anténatale et qu'on a une longue discussion avec ces patientes-là, parce qu'il y a un risque de récidive qui est quand même majeur. Ça va dépendre du degré d'infiltration. Si on a un énorme percréta, eh bien on n'a pas envie d'aller faire l'hystérectomie d'emblée. On a envie de faire un traitement conservateur, c'est-à-dire laisser le placenta in situ, ne toucher à rien, et puis la reprendre 2-3 mois plus tard pour faire l'hystérectomie, une fois que la vascularisation a diminué. Et puis parfois, on fait des résections de pastilles, c'est-à-dire qu'on a le placenta, on voit qu'il y a une zone qui est atteinte, et ça c'est assez nancéen et lillois, mais il y a bien sûr d'autres pays dans le monde, notamment en Argentine où ils le font beaucoup. On va réséquer cette partie de myomètre, refermer et capitonner, ce qui permet à la patiente de ne pas sortir avec un placenta en place. Et puis je le note, ça dépend du contexte social. La dernière qu'on a eue, elle habitait encore plus loin que Béthune, sans aucun moyen de communication, sans téléphone portable. Bon, dans ces cas-là, on sait qu'on prend des risques à faire sortir ces patientes-là, qui habitent quand même très loin de chez nous. Et bien sûr, c'est le choix de la patiente et du couple, avec des risques dans les deux situations. Le conservateur, c'est risque d'infection, de reprise en urgence, d'hémorragie massive à domicile avec un trauma psy. Et puis le risque de l'hémorragie radicale, du traitement radical, c'est l'hémorragie massive. Je me souviens encore d'une césarienne avec Anne-Fred, où moi je lui disais j'ai du haut débit, et Anne-Fred me disait que de son côté, plutôt elle, c'était du bas débit. Chacun avait une vision de la connexion différente. Alors pourquoi? Parce que bien sûr il y a des comorbidités majeures à la chirurgie. Vous voyez les plaies, quand on fait un accréta, les plaies de vessie dans 15%, mais c'est logique aussi, on a une atteinte vésicale, des plaies urétérales, des embolies pulmonaires, etc. Et puis des décès. Il y a chaque année en France des décès dans les prises en charge des placentas accréta. Et vous voyez que quand on prend la FIGO, alors après c'est au niveau international, mais on a une mortalité qui est de l'ordre de 1 à 7%. Mortalité. Et puis après, bien sûr, il y a tout ce qui est de transfusion massive. Mais ça, c'est quand tout est prévu. Et malheureusement, c'est pas toujours prévu. Et donc, je vais vous raconter deux petites histoires, un peu comme Il était une fois la vie, qui était mon dessin animé préféré quand j'étais enfant. Et j'ai regardé, il n'y en a aucun sur placenta accréta. Alors la première histoire, c'est une patiente qui a 35 ans, qui a une césarienne en 2021 pour une suspicion d'hémorragie de Benkiser. Vous savez, c'est quand on a une rupture des membranes, une rupture d'un vaisseau sur les membranes. C'est une hémorragie qui est cataclysmique, surtout pour le nouveau-né, mais évidemment aussi pour la mère, mais il y a moins de risques pour la mère, mais pour le nouveau-né. Et le nouveau-né, en plus, dans cette histoire, était décédé dans les suites. Elle avait eu une hémorragie avec une triple ligature et un capitonnage. Elle était suivie dans un autre centre que chez nous, pour cette nouvelle grossesse. Et la césarienne était programmée pour placenta recouvrant. En péropératoire, c'est vraiment la photo péropératoire de cette patiente. Il découvre ça, un aspect au moins incréta, puisque vous voyez qu'on a les vaisseaux qui traversent. On peut même se dire que c'est probablement un percréta. Qu'est-ce que vous faites? Qui crie? Alors je vois qu'il y en a qui ont envie de refermer, c'est ça? Refermer, camion du SAMU, ouais c'est ça, on ferme les yeux et Jeanne de Flandre, mais non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'elle a une rachie et quand même il faut sortir le bébé. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes l'obstétricien, pour une fois. On élargit, alors on peut tout à fait élargir d'un point de vue cutané. On appelle un ami qui éventuellement a peut-être un petit peu plus d'expérience. Et où est-ce que vous incisez? Voilà, plutôt ici, donc en fait la droite de la dame, parce que si Pierre, on incise là, je ne suis pas sûr que vous soyez ravis. À gauche de l'écran, ouais. Donc là, il y a une décision d'hystérotomie, vous voyez, assez logique à ce niveau-là, plutôt latérisée à droite. Et là, le mot-clé, c'est pas de délivrance. Très clairement, c'est-à-dire qu'on sort le bébé, on referme et poum, on envoie pour le coup dans un camion. À la limite, on prévoit déjà le transfert, c'est-à-dire quand vous êtes en péropératoire, vous êtes déjà en train d'appeler la cellule de régulation pour un transfert. Eux, ils ont décidé de poser un ballon de tamponnement intra-utérin
pourquoi pas, mais ça peut être quand même un peu risqué dans cette situation-là, puisque je vous rappelle que le placenta était quand même recouvrant. Donc aller mettre un ballon de tamponnement pour traverser le placenta, ça peut quand même être risqué. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des idées. Ce qui peut être une bonne idée, c'est déjà de faire simplement une ligature vasculaire bilatérale, qui est un geste qui n'est pas forcément compliqué, juste au moins des utérines. Alors c'est sûr que de ce côté-là, on imagine qu'il y a quand même beaucoup de varices, et au plus vite transférer sur Jeanne de Flandre. Donc c'est ce qui est fait ici. Ce qui est important après, c'est de bien noter pas d'expression utérine sur le pansement, qui n'est pas une sage-femme en maternité qui arrive alors que le placenta est encore en place et qui appuie sur le ventre de la patiente. Ça risque de pas très bien se passer. Et puis dans les suites de naissance immédiate, vous voyez qu'on fait une échographie, on trouve bien cette vascularisation qu'on voyait. Vous voyez, en reconstruction 3D, ça donne cette vascularisation très importante avec probablement des anévrismes artério-veineux en plus dedans. On a donc fait une IRM. Les IRM, elles sont assez difficiles en postpartum, mais on retrouve un placenta bas inséré sur le bord gauche du segment inférieur de type accreta, avec une suspicion de percreta sur le dôme vésical. Donc là, elle est en chute de naissance. Donc ce qu'on décide après, c'est de la faire sortir avec ce traitement conservateur, et on va la revoir au moins une fois par semaine pour un bilan de coagulation et un bilan infectieux, et puis en plus une échographie pour voir l'évolution. Et puis, elle a 7 jours de surveillance, elle ressort. Et puis, bien sûr, on l'informe plus sur les consignes de reconsultation, la nécessité d'appeler le 15. Et on prévient le SAMU qu'on fait sortir ces patientes-là pour qu'il y ait un red flag, que si jamais elles appellent, ils envoient directement un camion. Alors les suites, tout se passe bien au départ. Et au final, elle a une hémorragie à J30 à domicile. Et donc on a quand même le temps de faire une embolisation des artères utérines avant le bloc, ce qui nous change quand même beaucoup après pour la prise en charge et pour les saignements. Et puis elle a une hystérectomie qui se déroule très bien, je pense que de mémoire elle a 250 ml de saignement, enfin vraiment quelque chose qui se déroule de façon très simple. Et vous voyez qu'à l'anapathe, eh bien en fait, on retrouve cette coupe de l'utérus avec le col qui est ici. Et vous voyez en fait toute cette zone placentaire qui a complètement envahi toute la paroi utérine, et vous voyez qu'il traversait en fait ici au niveau de l'ancienne cicatrice. Donc là c'était un cas finalement d'une découverte dans un autre centre. La deuxième histoire, c'est une histoire chez nous, une patiente de 42 ans qui a un IMC à 42, qui a une ouverture de dossier tardive sur Jeanne de Flandre à 35 semaines avec un suivi dans une autre région. Donc finalement on n'avait fait aucune échographie chez nous. Elle avait une césarienne en 2004 pour une prééclampsie sévère à 35 semaines. On a bien vu le compte-rendu opératoire avec une hystérotomie qui était segmentaire transversale. Pourquoi c'est important? Puisque on sait que dans les corporéales, il y a un peu plus de risque aussi qui est de placenta accreta. Donc là, il n'y avait pas de risque particulier. Comme autre antécédent, on note une IVG par aspiration en 2017. Là, c'était une grossesse sous aspégique plus Trandate et Loxène. Le suivi échographique était normal, avec un récidive de prééclampsie à 36 semaines, et du coup il est décidé une césarienne pour confrontation défavorable, siège dans un contexte d'utérus cicatriciel. Et donc il commence la césarienne, et voilà ce qui est trouvé en cours de césarienne. En fait, il y a une rupture utérine complète qui qui pourrait exploser aussi le placenta. Il n'y a plus du tout de segment inférieur. Et au-dessus, un utérus de petite taille. Et donc là, ils sont obligés de passer un peu en transplacentaire. C'est quand même bien sûr une histoire assez incroyable. Et ils sortent l'utérus et en fait, ils retrouvent vraiment un placenta qui recouvre toute la face antérieure et postérieure et bas insérée. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites l'hystérectomie d'emblée? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Est-ce que vous tentez quand même un traitement conservateur? Oui? Ouais? Eh bien, c'est ce qu'on a tenté. En fait, on a tenté de réséquer toute la partie qui était... c'est ce que font les Argentins. C'est assez impressionnant. Ils réséquent totalement toutes les parties de l'utérus qui sont envahies et ils referment après. Alors, ils contre-indiquent une grossesse derrière, mais ça évite l'hystérectomie et ça diminue quand même le risque de saignement. Bon, on a tenté ça. Il faut savoir qu'il y a quand même un risque élevé d'hystérectomie. Et en fait,
Elle avait une HPP à 1,750 litres et du coup il y a eu une décision d'hystérectomie avec salpingectomie bilatérale et elle a quand même saigné au total 3,5 litres. Et vous voyez que c'était une découverte sur une césarienne programmée où on partait absolument pas sur cette. Donc, pas du tout. Tout allait bien pour le bébé. Et hier, j'ai fait une césarienne d'une rupture utérine complète avec un rythme strictement normal. Comme quoi, le rythme, c'est pas toujours un bon marqueur dans les ruptures. En tout cas, la surveillance initiale est très favorable et vous voyez que sur les images que je vous mets à nouveau ici sur la paroi, eh bien en fait on a une insertion complète, vous voyez une invasion complète du placenta au niveau du muscle utérin. Donc finalement, à partir de ces deux histoires, que faire en cas de découverte opératoire? Et donc j'ai retrouvé les recos américaines qui sont exactement un peu nos pratiques. Si on a une suspicion sur l'aspect de l'utérus avant l'hystérotomie, c'est un petit peu le cas 1, et bien dans ces cas-là, s'il n'y a pas une nécessité d'une naissance immédiate, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en train de dire c'était un code rouge en cours de travail, et bien comme vous avez dit, on appelle une ressource chirurgicale experte, donc on appelle à l'aide. Moi je parle le côté obstétricien, bien sûr, après Anne-Fred et Max vous parleront du côté anest. On prévient quand même l'anesthésiste qu'on a peut-être un petit souci. On met en condition la patiente. Enfin, je dis ça en rigolant, mais c'est quand même hyper important la communication entre nous dans ces gestions-là, avec systématiquement un peu ce que nous on voit en pérope et ce que vous avez aussi en termes d'hémodynamique et de perte sanguine. Parce qu'on peut être dans un tel tunnel, nous, de prise en charge chirurgicale, qu'on n'entend plus finalement autour les pertes, notamment qui sont prises dans le CLCV. On fait l'hystérotomie à distance, on ferme, un traitement conservateur en l'absence d'hémorragie. Si ça se met à saigner, c'est tout, il faut faire l'hystérotomie sur place, parce qu'il ne faut pas prendre de délai de retard sur un transfert. Et puis on transfère ensuite vers le centre de référence. Donc ça, c'est quand on a une suspicion, on va dire, avant l'hystérotomie. Quand on a une suspicion après l'hystérotomie, c'est-à-dire que finalement on essaye de retirer le placenta et le placenta ne vient pas, et bien dans ces cas-là, c'est pareil, on fait la mobilisation des ressources chirurgicales et anesthésiques, puisqu'on est devant une suspicion du coup de placenta accreta. On essaye de faire un traitement conservateur, c'est-à-dire que soit on le laisse in situ, soit on peut faire une résection si on sait faire ça, et puis sinon on fait une hystérectomie si jamais il y a une hémorragie du postpartum. Mais globalement, si on n'est pas dans un centre référent, eh bien c'est pareil, on n'essaye pas de tirer forcément énormément sur le placenta, on referme et on transfère. Et après, nous, on refait tout le bilan en postnatal. Et donc, à tout moment, il faut être capable de faire l'hystérectomie, et donc c'est pour ça qu'il faut avoir de l'aide, et notamment de l'aide avec des gens qui sont habitués. Moi, toutes les placenta, accreta, percreta, etc., je le fais systématiquement avec un backup chirurgical de chirurginéco, que ce soit Johan Kerbage ou Victoire Delporte, pour toujours avoir une expertise supplémentaire. On est mieux quand on est à 2 seniors, même si moi j'ai l'expertise de la chirurgie des placenta accreta, je trouve que c'est toujours bien d'être avec 2 experts dans ces situations qui peuvent être quand même assez complexes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.